Je lance l'enregistrement. Si vous préférez garder l'anonymat, n'hésitez pas à éteindre votre caméra. Voilà pour les petites règles de rigueur et je vais laisser la parole à Valérie pour la suite. Merci Sylvain et merci pour la présentation presque complète du webinaire qui s'intègre en effet dans le cadre de notre partenariat. SMACL est assureur des collectivités et des associations depuis 50 ans et la semaine dernière, quasiment heure pour heure, Luc Brunet est également intervenu pour un webinaire cette fois sur la prévention des conflits d'intérêts. Donc, on balaye avec ces deux sujets de nombreux risques que peuvent porter les élus locaux et les responsables des associations. Et je vais tout de suite lui laisser la parole. Il est en charge de l'Observatoire SMACL des risques juridiques, dont vous pouvez trouver les travaux sur Internet et dans le cadre de journées d'études. Voilà, Luc, je te laisse tout de suite la parole. Merci Valérie, bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'ai le mauvais rôle, hein, je suis vraiment désolé, j'ai quelques scrupules, mais on va parler uniquement des trains qui déraillent. Et c'est malheureux parce que c'est un sujet, on parle de fête, donc en général c'est plutôt un esprit joyeux et festif. Donc, et cet esprit-là, on veut le garder. On se souvient qu'on a été malheureux pendant le Covid parce qu'on ne pouvait plus faire la fête. Donc l'objet de mon intervention, je suis désolé, mais c'est d'appuyer sur là où ça fait mal. Et donc les fois où ça s'est mal passé, heureusement, la plupart du temps ça se passe très bien. Simplement, on ne peut pas négliger cet aspect effectivement de sécurité pour éviter que la fête ne tourne au drame. Donc, je vais vous présenter effectivement, comme il a été dit, quelques règles d'or qu'on a identifiées dans le guide qu'a évoqué Valérie. Je n'aurai pas le temps de tout traiter là, au cours de ce webinaire, mais rassurez-vous, vous avez tout le loisir de pouvoir consulter ce guide en intégralité calmement chez vous pour voir d'autres règles d'or que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Donc, la première question qui va se poser, si Sylvain, tu veux bien avancer, le diaporama, s'il te plaît, c'est sur qui est responsable d'un d'accident. On part sur l'hypothèse, par exemple, d'une fête qui est organisée par une association. Pour autant, cette fête, elle est organisée, elle peut être organisée sur un lieu qui a été mis à disposition par la collectivité. Donc, il peut y avoir effectivement des problématiques de détermination du responsable. Alors, la première règle à retenir en la matière, c'est que le premier responsable, c'est l'organisateur. Donc, si c'est l'association qui organise, évidemment, celle qui sera en première ligne, c'est l'association. Maintenant, les communes, elles peuvent aussi organiser leur propre événement. Et là, évidemment, c'est la commune qui est en première ligne. De même que nous, en tant qu'individus, en tant que particuliers, on peut être amené à organiser des fêtes. Et bien là aussi, c'est nous, en tant que particuliers, en tant qu'organisateurs, qui sommes en première ligne. Donc, le premier responsable, c'est l'organisateur. Après, il peut y avoir un deuxième niveau de responsabilité, c'est le propriétaire des locaux. Parce que si les locaux mis à disposition, et là on peut penser effectivement aux communes qui mettent à disposition des locaux, par exemple une salle des fêtes, à disposition d'une association, si jamais ce sont les locaux qui sont à l'origine d'un accident et que ces locaux étaient mal entretenus, n'étaient pas aux normes, eh bien là, effectivement, il pourrait y avoir une responsabilité du propriétaire des locaux pour un défaut d'entretien des locaux. Pour vous donner un exemple, alors là, ce n'était pas un défaut d'entretien des locaux. Alors, tout dépend des circonstances de l'accident, hein. Moi, dans ma commune, je suis originaire de la Drôme, dans ma commune, il y avait le club de rugby qui avait organisé un bal au cours de la fête, et il y a eu consommation d'alcool, et des participants ont porté leurs copains sur leurs épaules, lequel s'est suspendu à une poutre. Il est tombé malheureusement à la renverse, il est tombé dans le coma. Donc là, manifestement, il n'y a aucune faute de la commune, hein, vous en convenez avec moi. Le premier responsable, même si ça a lieu dans la salle des fêtes, hein, ça va être ceux qui ont porté la victime, voire le responsable associatif si on a continué à servir de l'alcool alors que l'individu était manifestement en état d'ébriété. Voilà, donc là, vous voyez que dans ce type de situation, la commune, elle n'y est pour rien. Par contre, si
les issues de secours ne sont pas aux normes et qu'il y a un accident qui est consécutif à à cette défectuosité, là, pour le coup, la commune serait responsable. On a eu un dossier à la SMAC où c'était le cas d'un traiteur, donc c'était un mariage, hein, organisé donc, pour le coup par un particulier dans une salle des fêtes, et le traiteur, arrivant dans la cuisine, a bu goulûment dans ce qu'il croyait être une bouteille d'eau. Or, c'était un produit chimique qui était entreposé dans cette bouteille d'eau. Donc, évidemment, il s'est brûlé l'œsophage de manière assez grave. Pour le coup, là, ça a été de la responsabilité de la commune. Le juge disant, bah, produit toxique, on ne le met pas, on ne le conditionne pas dans une bouteille d'eau minérale, mais on le met sous clé pour éviter toute confusion. Voilà. Donc ça, vous voyez, tout dépend des circonstances de l'accident. Le maire, il peut aussi engager sa responsabilité, j'en donnerai des exemples, parce qu'il est titulaire de l'autorité de police, donc y compris pour une fête organisée par une association, eh bien, le maire pourra éventuellement engager sa responsabilité. J'en donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis, d'une manière générale, tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de l'accident, ça peut être un bénévole, ça peut être hein, un participant à la fête qui commet une faute, eh bien, il engagera sa responsabilité. Pour vous donner un exemple, lors d'une fête des écoles qui était organisée, une kermesse des écoles qui était organisée dans une cour d'école, au cours du bal, vous avez un père qui, dansant de façon peu académique, est tombé sur un enfant et l'a blessé. Ben, le père en question, participant lambda à la fête, a engagé sa responsabilité, en plus de celle de l'association, parce qu'on a reproché à l'association de ne pas avoir délimité un périmètre de sécurité pour distinguer l'aire de jeu des enfants et l'aire de danse. Mais vous voyez que donc tout dépend des circonstances de l'accident et on peut avoir plusieurs personnes qui engageront leur responsabilité le cas échéant. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ça dépend, qui cumulativement engageront leur responsabilité. En fait, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'accident par leur faute, leur imprudence ou leur inaction. Alors, ceci étant précisé, il y a 2 niveaux de responsabilité. Donc, c'est la responsabilité civile, qui c'est qui sort son carnet de chèques pour indemniser la victime, et la responsabilité pénale éventuelle. Donc là, c'est qui c'est qui va être déclaré coupable avec l'application d'une peine. Donc, ça peut être une peine d'amende, voire une peine d'emprisonnement, dans le cas les plus graves. Alors, première règle d'or que je voulais rappeler, ça peut être une évidence, ça peut être bateau, mais ça a des incidences importantes. La sécurité est la priorité. Et dit comme ça, on est tous d'accord, mais ça a des incidences. Ça a des incidences et l'une des incidences principales, c'est lorsqu'on a une manifestation en plein air. Si les conditions météo ne sont pas favorables, et quand je dis ne sont pas favorables, sont dégradées, il ne faudra pas hésiter à annuler la manifestation. Alors, c'est facile de dire ça à ma place, hein, forcément, mais en pratique, c'est beaucoup plus délicat parce que ça fait 1 an qu'on prépare la manifestation, il y a du budget, il y a eu des bénévoles qui se sont engagés, voilà, il y a des énergies qui se sont déployées et pourtant, peut-être que le jour J, il faudra prendre la lourde décision d'annuler la manifestation, notamment si vous avez des vents violents qui sont annoncés et que vous risquez d'avoir un arbre qui tombe sur les participants. Alors cet exemple, je ne le prends pas au hasard, hein, puisque tout à l'heure, on aura un témoignage collègue de Strasbourg, mais à Strasbourg, il y a eu un cas malheureusement dramatique à la fin des années 90 avec un accident dans le parc de Portales, où lors d'une manifestation où justement il y avait eu des alertes météo, vous avez un arbre qui avait déjà été fragilisé par la tempête de 99, qui est tombé sur la tente qui faisait office de buvette et où s'étaient réfugiés tous les participants parce qu'il pleuvait. Et bilan, il y a eu 14 morts. Donc là, ce qui a été reproché à la ville, c'est de ne pas avoir annulé la manifestation. Donc, annuler la manifestation, c'est une décision difficile, mais pour répondre à certaines situations, il n'y aura pas d'autre solution. J'ai un autre exemple en tête où un maire me témoignait, avait livré le témoignage suivant.
C'était un spectacle qui était organisé par des jeunes sur un plan d'eau, avec un DJ de renommée internationale qui devait intervenir. Et les jeunes avaient fait ça, les choses de manière carrée, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs réunions de sécurité, le service, le SDIS, les gendarmes avaient été également mis dans la boucle, avec énormément de moyens qui avaient été engagés, un budget évidemment conséquent, des bénévoles qui s'étaient mobilisés. Pourtant, la veille de la manifestation, les organisateurs n'ont pas été en mesure de produire une pièce relative à la sécurité électrique. Plan d'eau, électricité, ça ne fait pas bon ménage. Et le maire, la mort dans l'âme, a dû annuler la manifestation. Vous imaginez, hein, la veille de la manifestation. Et il dit effectivement, ça a été une décision difficile, mais si c'était à refaire, il m'avait confié qu'il reprendrait la même décision, parce qu'effectivement, s'il y a un problème le jour J, et qu'il a laissé faire en donnant l'autorisation alors que les conditions n'étaient pas réunies, la pièce était manquante, effectivement, il aurait pu engager sa responsabilité. Donc, pensez également à prévoir un budget prévisionnel, hein, ce n'est pas le budget d'hiver, il y a un budget sécurité qui doit être identifié, parce que sinon, ça risque de passer la trappe. Et puis, bien sensibiliser tout le monde, que ce soit au sein du bureau de l'association, mais également les bénévoles et les participants, notamment s'il y a des activités qui peuvent être potentiellement dangereuses. Un truc tout bête, c'est par exemple les structures gonflables. Il y a beaucoup d'accidents avec les structures gonflables, notamment parce qu'elles ne sont pas correctement arrimées. Et dès qu'il y a du vent, elles ont une forte prise au vent. Donc, il y a eu plusieurs accidents liés à l'utilisation de ce type de structures qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent effectivement conduire à des baptêmes de l'air improvisés avec éventuellement des conséquences corporelles graves. Deuxième règle, éviter les bricolages électriques. Alors, j'ai commencé à en parler, mais effectivement, on a eu plusieurs cas d'accidents liés à des branchements qui n'étaient pas correctement effectués et donc qui ont pu engendrer des problèmes électriques. 3 exemples. Dernier en date, tribunal correctionnel de Cahors, 16 février 2023. Là, c'était un concert qui était organisé dans une église d'un village du sud-ouest avec une chanteuse qui avait la particularité de chanter pieds nus. Tant qu'elle est restée au niveau de l'hôtel, tout s'est bien passé. Et une fois qu'elle a voulu redescendre rejoindre le public, il y a eu un faux contact et elle a pris l'électricité, elle est décédée. Et là-dessus, il y avait des branchements aussi qui n'ont pas été correctement effectués. Et donc là, effectivement, il y a eu des responsabilités, notamment de mémoire de l'ingénieur son ou de l'ingénieur, je crois que c'est l'ingénieur son ou l'ingénieur lumière, un des deux, et puis également de l'association qui avait organisé ce concert. Autre exemple, vous avez eu c'était un comité des fêtes qui organisait la fête au village dans un village de 800 habitants dans le sud-est de la France, avec une particularité cette année, c'était une soirée mousse. Et lorsque des jeunes se sont appuyés sur les barrières métalliques qui délimitaient la piste de danse, eh bien, ils se sont électrocutés. Donc là, la responsabilité du maire a été retenue. Il se défendait en disant que c'était le comité des fêtes qui organisait. Et le juge lui a répondu, ben oui, mais d'accord, mais une fête au village, vous ne pouvez pas vous désintéresser des règles de sécurité, même si c'est le comité des fêtes qui l'organise. Et vous devez faire vérifier notamment les installations électriques. Si vous n'avez pas les compétences en interne, vous recourez au service d'une société type Socotec qui peut faire ça. Le dernier exemple, c'est là encore un des barrières métalliques. C'était lors d'un triathlon qui est organisé dans le sud-est de la France, donc le tribunal correctionnel de Gap. Et vous aviez des barrières métalliques
qui était adossé à un lampadaire et là aussi, des enfants qui se sont appuyés sur cette barrière. Il y a eu un court-circuit et il y a eu, malheureusement, là, je crois que c'était des blessures, pas un décès, mais une blessure sérieuse. Donc là, même topo, hein, engagement, de la responsabilité. Dans tous ces dossiers, il y a eu, des recherches en responsabilité pénale. 3e, règle, penser à fermer la route à la circulation en cas d'occupation de la voie publique. Vous pouvez avoir, notamment lors du carnaval, des cortèges ou lors de la fête de la musique, des cortèges dans les rues du village ou dans les rues de la ville. Attention à bien prendre soin, lorsqu'il y a occupation de la voie publique, de fermer la circulation, de fermer la voie à la circulation publique, pardon. Si vous ne le faites pas et qu'il y a un accident, votre responsabilité pourrait être engagée. Il y a eu un cas dramatique, c'était dans un village de la Somme de mémoire, où il y avait une fanfare qui défilait dans les rues de la ville. Un adjoint qui était en tête de cortège qui appelait les véhicules à ralentir. Là-dessus est arrivé un chauffard en agglomération à 100 km/h avec 3 pneus lisses, qui a coupé un virage, qui a percuté la fanfare et 3 enfants ont été fauchés. Le chauffard a été poursuivi, le chauffard a été condamné, d'accord? Le maire a été poursuivi, le maire a été condamné. On a reproché au maire de ne pas avoir fermé la circulation à la voie publique le temps du déplacement du cortège et de la fanfare. Le fait d'avoir placé un adjoint en tête de cortège, ça n'a pas été jugé suffisant par le juge. Il aurait fallu mettre des barrières, prendre un arrêté interdisant la circulation, le temps d'occupation de la voie publique. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à ne pas oublier pour l'organisation de vos manifestations. Et si vous êtes une association, pensez à faire une déclaration en mairie. Et puis, c'est l'occasion aussi d'analyser le parcours envisagé pour voir s'il n'y a pas un parcours qui est plus sécure et qui évitera des prises de risques inutiles. Je pense notamment, par exemple, au défilé qu'il peut y avoir en début d'année pour les carnavals qui sont organisés. Voilà. Alors, un point, évidemment, vous avez tous en tête, c'est la consommation d'alcool. Parce que qui dit consommation d'alcool dit des inhibitions et donc prise de risque qui peuvent y être liées. Alors, prise de risque pour celui qui consomme de l'alcool ou pour des tiers qui sont complètement étrangers à la fête, parce que l'individu a repris le volant et il était en état d'ébriété. Et donc, va se poser après la question de savoir qui c'est qui est responsable. Évidemment, la personne qui a pris le volant en état d'ébriété, c'est le premier responsable, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi rechercher la responsabilité de l'organisateur, voire du maire, parce qu'il a délivré une autorisation de buvette? Alors, là-dessus, plusieurs jurisprudences. Il y a eu le cas, par exemple, d'un maire qui avait délivré une autorisation de buvette à une association qui organisait les feux de la Saint-Jean. Donc, qui dit le feu de la Saint-Jean dit feu, et un des participants avait bu plus que de mesure, et au lieu de sauter au-dessus du feu, il a sauté à pieds joints dans le feu et s'est brûlé. Bon. Et donc, recherche en responsabilité, évidemment, derrière, la responsabilité de la commune a été écartée. Pourquoi? Parce que la commune avait simplement donné l'autorisation de buvette dans les règles. Donc là, le simple fait de délivrer une autorisation de buvette, ça n'engage pas automatiquement la responsabilité du maire. Ce n'était pas lui l'organisateur. Par contre, l'association organisatrice a, elle, engagé sa responsabilité dans ce dossier. Le juge estimant que on avait repéré que l'individu était déjà en état d'ébriété manifeste, on a continué à lui servir de l'alcool, donc ça, c'est première faute. Et deuxièmement, on organisait quand même une activité un peu à risque, puisqu'il y avait des feux, et on avait vu que l'individu commençait à tourner autour du feu, donc il aurait fallu le dissuader de sauter. Alors, essayer de dissuader quelqu'un qui est en état d'ébriété de sauter,
ça peut être parfois compliqué, hein. C'est pour ça que qui dit alcool dit aussi peut-être prévoir un dispositif de sécurité avec un service de sécurité, parce qu'effectivement, ça peut être délicat dans certaines situations. Autre jurisprudence que je voulais évoquer avec vous, il y a eu la situation suivante, où lors d'un festival, là aussi, où il y avait buvette, des participants ont amené de l'alcool dans leur voiture, dans leur coffre de voiture, et ils ont fait l'after après la clôture du festival sur le parking, avec de l'alcool qu'ils ont consommé sur le parking, et c'est de l'alcool qu'ils avaient apporté eux, et le festival était clôturé, d'accord, il était clos. Donc là, il y a eu un accident, là encore mortel, puisque un des participants à cet after s'était allongé par terre et son copain, oubliant qu'il était par terre, a reculé la voiture et l'a écrasé. Donc là, on est d'accord que le premier responsable, c'est le conducteur. Très bien. Il y avait aussi recherche de responsabilité de l'association. Et là, les juges ont écarté toute responsabilité de l'association. Pourquoi? Parce que le festival était clos, était fini hein, depuis longtemps, et l'alcool n'a pas été consommé. Ce n'était pas l'alcool qui était consommé sur place, mais c'était de l'alcool qui avait été consommé sur le parking par les festivaliers qui avaient apporté leurs propres bouteilles, hein. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a un accident qu'automatiquement la responsabilité est engagée. Enfin, dernière jurisprudence que je voulais évoquer avec vous sur ce sujet, c'est un cas malheureusement récent, c'est lors d'une fête organisée par le comité des fêtes qui devait initialement se tenir, donc là c'est une commune des Pyrénées, la fête devait initialement se tenir en intérieur. Et puis, à midi, il faisait beau, finalement, on a sorti les tables dehors, on s'est mis dehors et donc le repas qui devait avoir lieu le soir à l'intérieur a finalement eu lieu à l'extérieur, avec une buvette aussi. Et vers 2 heures du matin, vous avez une maman, qui voulant, endormir son petit de 2 ans qui avait du mal à s'endormir, va faire un tour avec la poussette, ne voit pas un trou, tombe, dans le trou et tombe dans la rivière avec la poussette et malheureusement, l'enfant est décédé. La maman a pu être sauvée, mais pas l'enfant. L'enquête a pu établir que la maman était en état d'ébriété et avait fumé du cannabis, ce qui peut expliquer aussi sa perte d'équilibre. Toujours est-il que là-dessus ont été poursuivis à la fois le président du comité des fêtes, parce que de l'alcool fort a été servi en violation de l'arrêté de buvette, hein, parce que vous savez qu'un arrêté de buvette, c'est un certain type d'alcool et non pas des alcools forts. Et d'autre part, le maire a également engagé sa responsabilité. Ce qui a été reproché au maire, c'est qu'il avait pris un arrêté prévoyant que la fête devait se dérouler en intérieur et ne pas s'être opposé au fait que la fête se déroule à l'extérieur, alors que il y avait un cours d'eau et une configuration qui faisait que ça créait un risque, notamment lié à la proximité du cours d'eau et de la buvette, et donc un périmètre de sécurité aurait dû être délimité. Donc ce qui a été reproché au maire, c'est de ne pas avoir annulé la manifestation si celle-ci devait se tenir en extérieur et non en intérieur comme initialement prévu. Alors, cette jurisprudence a fait beaucoup de bruit, notamment parmi les élus, hein, et alors, un appel est en cours et l'association des maires s'est émue de cette condamnation parce qu'effectivement, ce n'était pas lui qui était l'organisateur. Mais on retrouve cette notion, hein, vous voyez que le maire sur sa commune ne peut pas se désintéresser des fêtes qui sont organisées sur la commune et doit être particulièrement vigilé. On arrive à la fin. Ouais. Voilà. J'ai tenu le timing de 15 heures qui était prévu, donc je laisse la place au témoignage et puis après on pourra prendre les questions. Il y a 2 questions qui concernent justement l'alcool, mais n'hésitez pas à poser des questions qui pourraient concerner les risques électriques ou on parlait tout à l'heure des structures gonflables. Ici, Maxime Naour demande, pour les fêtes d'école, dans sa situation, l'alcool est interdit dans l'enceinte de l'école, mais pour les kermesses, donc en dehors de l'enceinte de l'école, peut-on autoriser exceptionnellement la vente d'alcool? La première question. Et ensuite, alors c'était peut-être par rapport au contenu du PowerPoint,
il n'est pas indiqué Audrey Rebourg qui demande, on ne parle pas du groupe 3 pour les débits de boissons. Alors là, je ne parle pas des débits de boissons, je parle des autorisations de buvette temporaires, hein. C'était pour ça, peut-être. DBT. Alors moi, j'ai dit débit, mais DBT, c'est... Je sais pas. Donc, pour Voilà. la première question, j'avoue que c'est une colle. J'aurais tendance à dire que là, à mon avis, on pourrait, mais ça mérite confirmation, hein, pour les colles. Euh, alors, sur le sujet, je peux. Alors, on est partenaire de l'ANDAM, c'est l'Association nationale des directeurs d'associations des maires, et je sais que Laura Mounier, qui est la directrice, elle est très, très calée sur ce point-là, donc c'est un sujet qu'on pourrait éclaircir avec elle. Sur ce sujet, elle a peut-être la réponse. Et en effet, c'était bien pour les débits de boissons temporaires. Et il y a un groupe 3 pour les débits de boissons temporaires. Mais la personne qui peut peut-être ouvrir son micro, Oui. parce que je ne sais pas si... Et ensuite, on aura une question sur le matériel électrique. Madame Rebourg, est-ce que vous pouvez préciser votre interrogation? Oui, bonjour. En fait, donc, je suis avec ma collègue à la police municipale à côté de moi qui délivre les arrêtés de débit de boisson quand il y a des manifestations. Et en fait, elle me posait la question si c'était normal qu'il n'y ait pas le groupe 3 me marqué dans le PowerPoint, puisque elle, bien souvent, quand elle fait des débits de boisson, c'est pour des groupes 3. Les groupes 3, c'est 1, quoi? 3. Groupe 3, c'est quoi, Karine? C'est des alcools, Les alcools forts. c'est des alcools plus forts, c'est ça? Ouais, mais les alcools forts, justement, il faut une licence. Pas les plus forts. Pas les plus forts, oui. Pas les plus Ouais, forts. c'est pas les plus forts. Non. À ma connaissance, c'était bon, après à vérifier, hein, mais c'est quoi comme type d'alcool exactement? Je crois que c'est les bières. Les bières? Bière, vin. Oui, mais alors je crois que c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qu'il y a une confusion, parce qu'il me semble que les groupes ont été refondus récemment. Non, Donc il n'y a plus de groupe 2 pour moi. c'est peut-être lié à ça, mais la bière, effectivement, fait partie des alcools qui peuvent être autorisés à la vente, hein. C'est un changement de répartition, de détermination du groupe, ça, je crois. C'est ça. Merci. Une question sur le matériel électrique. Lorsque le matériel électrique est prêté par la mairie et utilisé par l'association, qui est responsable en cas d'accident? Alors là, il faut bien border les choses. Alors, s'il y a une défectuosité du matériel, c'est la commune. D'accord? Après, si l'association a mal utiliser le matériel, ça peut être l'association, mais il est préférable dans ce type, de manière générale, de bien sécuriser les choses dans une convention de mise à disposition. Savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Hein, ça fait partie aussi des règles de gore que vous trouverez dans le guide, parce qu'il ne faut pas que ce soit le flou artistique et que chacun ne sache pas ce dont il est responsable. Donc il est très important dans la convention de mise à disposition de bien clarifier les choses, et notamment qui est responsable de quoi, pour éviter ce type de questionnement une fois qu'il y a un drame. Et d'ailleurs, c'est source de prévention, parce que quand on sait qui fait quoi, qui est responsable de quoi, chacun se sent plus responsable, sait de quoi il est responsable et sera prévenant. Donc ça, c'est important. Le juge se fera communiquer ces éléments, hein, les éléments écrits. Il peut peut-être aussi y avoir une rapide formation au moment de la transmission du matériel pour vérifier que l'association qui va l'utiliser sait bien utiliser le matériel. La même question concernant les chapiteaux et les barnums. Qui est responsable en cas de souci et qui doit les assurer? Alors, les assurances, il y a l'assurance du propriétaire, donc ça, c'est l'assurance de la ville. Après, en général, l'association, pour les événements qu'elle organise, elle s'assure aussi pour ses propres événements. Donc, elle doit avoir un contrat assurance RC et si j'ai dommage, être couverte dans ce type de situation. Alors, chapiteau Barnum, attention, parce que là, on va toucher à des structures qui sont considérées comme des établissements recevant du public selon la superficie qu'ils font, avec des règles à respecter. Et donc le montage, ça ne peut pas se faire de manière
comment dirais-je, anarchique. Il y a des règles à respecter. Donc, on a eu le cas à Strasbourg. Il y avait eu d'ailleurs dans le drame que j'ai évoqué tout à l'heure, l'affaire de Portales. Il y avait aussi le non-respect de la législation sur les ETS, les chapiteaux temps et structures, parce que dans la notice de montage du Tivoli en question, il était bien précisé qu'en cas de vent supérieur à 80 km/h de moyenne, le chapiteau aurait dû être démonté. On a eu le cas d'une commune qui avait mis à disposition un chapiteau qui avait été créé par la commune, hein, et qui donc n'était pas aux normes. Il y a eu un accident, la commune a engagé sa responsabilité. Donc là, en la matière, il faut être vigilant et il faut s'assurer que la structure a été montée correctement. Une de mon montage, parce que vous pouvez là aussi avoir des prises au vent avec ce type de matériel. Est-ce que tu recommanderais à la commune d'installer elle-même ces chapiteaux et barnums quand elle les met à disposition de l'association? C'est vrai que c'est peut-être le plus sécure si elle a les compétences, parce qu'après, si c'est fait par des bénévoles qui n'ont pas justement les compétences pour, ça risque d'être monté de façon pas conforme. Et s'il y a un accident, on ne peut pas écarter la responsabilité de la commune puisque c'est elle qui aura mis à disposition le matériel. Là aussi, vous pouvez sécuriser juridiquement en passant une convention avec l'association en lui demandant de faire en sorte que le matériel, le chapiteau, soit monté par quelqu'un qui a les compétences requises pour. Je pense que cette question-là, en fait, a déjà été traitée, mais je la repose quand même, ça te permettra de confirmer des petits conseils. La mise en sécurité de la structure gonflable doit-elle être gérée par l'association organisatrice ou par la ville louant le matériel? Donc, je pense qu'on a répondu, hein, Julien et Fabienne de Trappes, à cette question. Alors là, il y a quand même une particularité parce que, en principe, lorsqu'une association organise sa manifestation, c'est elle qui loue elle-même son matériel. Elle ne passe pas par la ville. Donc là, si je comprends, c'est que c'est une structure gonflable qui est Prêtée par la ville. Qui est prêtée par... Oui, je sais pas. Ou alors la ville a loué le matériel qu'elle met à disposition de l'asso, mais je ne suis pas trop sûre. Je me permets. Donc, Oui. en fait, dans le cadre du budget participatif, il y a un projet qui a été voté par les appliqués d'acheter des matériels pour le quartier, une structure gonflable, qui en serait ensuite mis à disposition d'une association pour organiser ces événements. Ils ont déjà un groupe électrogène et donc du coup, ils auraient aussi... Jusqu'ici, on les loue régulièrement pour... Jusqu'ici, on les loue, oui. Mais donc là, ça appartiendra à la ville. Donc, c'est de la petite Donc là, particularité. la ville est propriétaire. Donc déjà, s'il y a une défectuosité du matériel, donc là, c'est la responsabilité de la ville, on est d'accord. Après, s'il y a un problème d'installation, parce que, par exemple, on l'a mal arrimé au sol, là, ça serait plutôt de responsabilité de l'association. Mais là aussi, moi, je vous conseille de bien border les choses dans une convention de mise à disposition, en rappelant aussi systématiquement les consignes de sécurité, en disant bien que ça doit être arrimé et correctement arrimé. Et que si sur place, vous constatez, parce que vous pouvez aussi vous déplacer et voir que finalement, les conditions que vous avez mises ne sont pas respectées, vous demandez à ce que la structure soit dégonflée. Pas prendre de risque là-dessus. Si on a le temps, on reprendra une nouvelle série de questions, mais je voudrais laisser la parole à Juliette Plantier pour qu'elle puisse nous témoigner de ce qu'elle a vécu au sein de la Maison des associations de Strasbourg. Merci beaucoup, Luc. Merci. Juliette, vous êtes là? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du contexte du village d'association à Strasbourg. C'est un événement incontournable depuis 22 ans pour la vie associative locale. Il s'agit d'un forum qui a réuni cette année 159 associations et accueilli environ 3500 visiteurs parce qu'il y avait deux gros événements à l'initiative de la ville, aussi à l'extérieur lors de ce même week-end. Parce que sinon, on frôle les 5000 participants, visiteurs.
En tant qu'organisateur de l'événement, pour qu'il soit un succès, ça demande une bonne coordination et d'anticiper de nombreuses contraintes. Certaines ne sont pas de notre ressort, mais on doit pouvoir anticiper, telles que la météo ou les contraintes liées au lieu de la manifestation qui se fait en extérieur. De ce fait, beaucoup d'associations sont réticentes à l'idée de faire cet événement dans un autre lieu, parce que c'était un petit peu la question cette année pour l'organisation et le souhait de la ville de Strasbourg. On fait appel évidemment à un régisseur afin de garantir une sécurité des installations techniques. C'est essentiel dans la bonne organisation de ce type d'événement. Cela nous assure d'avoir quelqu'un de qualité pour toute la partie technique de l'événement, comme le son, les lumières, l'électricité, l'accès à l'eau, la sécurité du parc, etc. Sa connaissance et ses compétences sont primordiales pour le ou la chargée de l'événement qui ne maîtrise pas ces aspects et se prémunir de tout risque. Alors, il y a une convention qui est passée avec les food trucks, notamment, pour les précisions concernant l'alcool, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Sous cet événement, nous faisons appel à des food trucks. Ils sont sélectionnés suite à un appel à candidature lancé par la Maison des associations. L'équipe a ensuite délibéré pour choisir les stands de nourriture qui correspondaient le mieux aux différentes cibles de l'événement, tout en veillant à diversifier l'offre pour éviter la concurrence directe. Nous devons également veiller à la vente d'alcool. Celle-ci est autorisée uniquement si les food trucks disposent d'une licence de catégorie 3, leur permettant de vendre des boissons alcoolisées ne dépassent pas 18 degrés, ou s'ils obtiennent une autorisation temporaire délivrée par la mairie pour l'événement. Cette autorisation couvre généralement les boissons des groupes 2 et 3, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les bières, cidre, vin et alcool fermenté sous 18 degrés. Ça a été le cas. Alors cette année, c'est la première fois depuis ces 22 années, nous avons eu un incendie qui s'est déclaré dans la nuit puisque le VDA était du 14 au 15 septembre, donc dans la nuit du 14 au 15 septembre. Non, du 14 au 15. Vers 3 heures du matin, un agent, parce que le parc est surveillé toute la nuit, depuis le mercredi, quand on a commencé les installations, jusqu'au lundi matin. Et quelqu'un d'agent de la sécurité s'est rendu compte qu'il y avait un départ de feu sous une tonnelle. Cette tonnelle, c'est une tonnelle d'un stand d'une des associations participant à l'événement. Donc, les leçons à tirer de cet incendie, il faudrait établir des conventions plus explicites à destination des associations, comme créer un dossier d'inscription reprenant tous les éléments à remplir lors de l'inscription, déclaration de vente, formulaire d'inscription, fiche bénévolat, fiche technique pour animation et convention de mise à disposition du matériel, voir si d'autres documents seraient nécessaires. Cela nous permettrait de définir qui est fautif en cas d'incendie ou autre dégradation et justifier nos propos par ces documents signés par l'association. On a donc ce qui a été prévu au niveau de l'assurance des tonnelles, parce que les décisions définitives ne sont pas tout à fait claires pour l'instant. Alors, les tonnelles, elles étaient assurées par la maison des associations dans le cas où il y avait un problème avant les installations des associations. Suite au feu, la maison des associations a dû porter plainte, donc ouverture d'un dossier sinistre auprès de notre assureur. Pour notre assurance, c'est l'association qui occupait la tonnelle qui est responsable. Les assurances conviendront ensemble pour déterminer. Je vous dis, c'est pas déterminé par rapport au niveau responsabilité, puisque je pense qu'au départ, c'était pas suffisamment clair dans la convention établie. La convention des associations participantes, ce qui est prévu en cas d'alerte météo, nous recevons une alerte sur le téléphone via les services de la préfecture. Lorsque la ville décide que c'est trop dangereux, vent fort ou forte pluie, etc., et décide de fermer les parcs et les autres lieux d'animation, nous devons quitter les lieux. Des patrouilles de police passent pour vérifier si tout le monde a quitté les lieux. C'est arrivé qu'une fois, et du coup, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de tonnelle un tonnel par association, c'était de grands chapiteaux. Donc, les associations se sont retrouvées sous ce chapiteau et ont pu récupérer leur matériel. Par contre, maintenant, la question se poserait si jamais on se trouvait dans cette même situation. Là, franchement, je n'ai pas la réponse pour savoir comment ça se passerait, puisque ça a été pris de court.
Et en ce qui concerne la protection des bénévoles présents au village des associations, les conditions d'assurance sont les mêmes pour les salariés et les bénévoles. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Luc, ça permet peut-être de faire un petit focus sur le statut de collaborateur bénévole. Est-ce que les bénévoles qui prêtent main forte le jour J ont une présomption de... Enfin voilà, est-ce qu'ils sont davantage responsables que le responsable de l'association elle-même? Non, ils n'ont pas davantage de responsabilité, mais par contre, effectivement, l'association, si c'est l'association qui organise ou la commune, parce que vous pouvez être aussi collaborateur bénévole de la commune, si les bénévoles sont victimes de dommages lors de cette participation, ils pourront engager la responsabilité de l'organisateur. Et ils pourront aussi engager la responsabilité de l'organisateur s'ils commettent des fautes de nature à causer des dommages à des tiers. Donc, qu'ils soient victimes ou responsables, effectivement, il y a un régime de responsabilité qui peut être engagé de la commune ou de l'association, selon les cas. Mais les enseignements de ce qui vous est arrivé très récemment encore, hein, puisque finalement l'origine n'est pas complètement établie, c'est que ça vous encouragera pour les prochaines éditions à formaliser davantage les rôles et responsabilités en amont, pendant et peut-être même après le forum. C'est un des enseignements qui est intéressant. Un autre enseignement, c'est que l'incendie a pu être maîtrisé assez rapidement grâce à l'intervention du veilleur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de veilleur, les dégâts auraient pu être beaucoup plus importants et conséquents. Oui. Oui, je disais que c'est aussi un coup de chance parce que le parc, il est très grand et au moins trois, ils sont trois à tourner. Il suffisait que tous les trois soient d'un autre côté, pas le côté où le feu a démarré, ça aurait été plus grave. Peut être plus grave. Il n'en fallait pas moins, en tout cas. Tout à fait. Il y a une question sur le fil, Luc. On a 1 minute pour répondre. Si c'est un événement privé de l'association, l'association invite quelques-uns de ses membres pour un anniversaire, mais donc est-ce qu'on est là dans le cadre d'un événement privé qui nécessite une autorisation pour servir de l'alcool, si ce n'est pas ouvert? Non, mais là, c'est comme les soirées privées qu'on peut organiser nous. D'accord, entre amis, voilà. Ensuite, sur la réglementation hygiène alimentaire, comment procéder pour s'assurer de la bonne gestion des stands? Prévoyez-vous une vérification? Ça a sauté. En amont, travaillez-vous seulement avec des assos ayant une formation HACCP? Ça, c'est pour éviter les intoxications, j'imagine. Tout le monde ne peut pas servir à manger sur son stand, en gros. C'est ce que je comprends de la question. C'est une question pour Juliette, ça, non, j'imagine? C'est savoir comment il procède. Ah, peut-être alors. Oui. Cette année, justement, il y a eu interdiction parce que par le passé, il y avait quelquefois des associations qui vendaient, disons, soit de la pâtisserie, des nems, par exemple, à consommer sur place. Cette année, ça a été interdit à notre demande. D'accord. Donc, c'était écrit. Les participants savaient qu'ils ne pouvaient pas... Voilà. Ça avait été écrit, je ne peux le confirmer, mais en tout cas, je confirmerai pas ça. Oui, me dit Nadia. Mais on avait aussi, comme on a 2 réunions préparatoires avant le village, ça a été dit lors de ces 2 réunions préparatoires avec les associations, qui étaient très présentes et très bien représentées, donc l'information avait passé. L'art de la répétition. Il est 15h20 et il nous reste 10 minutes. Et je peux donc passer... Merci beaucoup, Juliette. Je peux donc passer la parole à Jean pour un autre type d'événement pour lequel il pourra nous apporter les enseignements de ces dernières années d'exercice d'activité. Merci, Juliette. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc le président fondateur du Festival international de guitare en Béarn. Il s'agit d'un festival de guitare classique où bien la plupart du temps, nous n'avons qu'un seul intervenant sur la scène, un guitariste international.
qui se produit devant des spectateurs. Ce festival a été monté en 2016. Il a commencé par une masterclass que j'avais organisée avec un de mes amis qui est professeur de guitare et qui ne savait pas où amener ses élèves. Et puis cette masterclass étant bien passée, on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble. Et de fil en aiguille, on est arrivé cette année à faire la 7e édition du festival, qui nous a permis de recevoir des participants et des spectateurs venant de 26 départements et 7 pays. Il faut savoir que tout ça se passe dans notre village qui s'appelle Lahontan, qui est un village de 540 habitants. Et donc, vous imaginez que les moyens mis à notre disposition par la municipalité, etc., sont faibles et que c'est le bénévolat qui fait le principal qui mène les principales des actions. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est au fil des années que l'on découvre les risques que l'on court pendant ce festival. En fait, cette année, par exemple, nous avons servi pendant les 4 jours plus de 400 repas. C'est-à-dire que nous nourrissons les artistes, les stagiaires de la masterclass et les jeunes qui participent au concours international de guitare. On les nourrit midi et soir. Et donc, voilà, on sert donc 400 repas, ce qui n'est pas sans poser quelques questions sur, évidemment, ça pourrait être l'hygiène alimentaire, sur faire attention à demander en amont quelles sont les intolérances, parce que ça existe aussi. On s'était rendu compte une année où, tout à fait au début, que si on n'avait pas pensé à demander, on n'avait pas pensé à demander les intolérances, et on a eu des problèmes d'une personne qui est tombée malade. Bon, pas très gravement, mais enfin, c'était gênant. L'autre chose, c'est que nous recevons parmi les stagiaires et parmi les concurrents des jeunes qui quelquefois sont mineurs, qui viennent en train, ils sont envoyés par leurs parents et c'est nous qui en avons la charge pendant ces 4 jours. Et ce sont des personnes mineures qu'il faut loger, nourrir, transporter. Donc là aussi, on est obligé de faire attention et on s'est aperçu que le harcèlement sexuel, ça existait, même dans des villages comme chez nous, où on a été obligé de faire face à un professeur qui était un peu trop insistant auprès d'une stagiaire et de prendre des mesures. Et cette année, c'est la première année où nous avons demandé une subvention au ministère de la Culture. Et avant en même temps que le dépôt de dossier, on a dû remplir un document de 25 pages, que j'ai d'ailleurs envoyé à Valérie, concernant justement le harcèlement sexuel et les risques à ce niveau-là. C'est un document qui est établi par le ministère de la Culture, dont on n'avait pas connaissance jusqu'à maintenant. Et qui nécessite effectivement d'avoir une ou deux personnes qui soient formées à la prévention des risques en matière de harcèlement sexuel. Une autre chose, on a fait aussi au début des concerts en extérieur. On a la chance d'avoir autour d'une église un parc magnifique avec des arbres centenaires qui font une couverture végétale qui est vraiment un très bel endroit. Et nous avons une scène que nous montons, une scène d'extérieur que nous montons, et un artiste se produisait ce soir-là avec sa guitare, éclairé par 2 lampadaires à pied posés sur la scène. Et il y a eu un brutal coup de vent et un lampadaire lui est tombé sur la tête. Alors, c'était pas très grave parce que c'était pas de très haut et c'était pas très lourd. J'allais dire, pour rigoler, qu'il avait la tête dure et que ça s'est bien passé. Mais rétrospectivement, c'est un lampadaire qui aurait pu tomber sur sa main et le blesser. Et la main était sûrement moins dure que la tête. Ou sur la guitare qui, elle, vaut 35 000 euros. Et donc, c'est des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Effectivement, c'est un risque qui fait que voilà. Un autre risque qu'on a découvert, cette année, nous avons souhaité, dans le même concert, avoir une première partie avec une jeune guitariste russe, et en deuxième partie, un jeune guitariste ukrainien. Effectivement,
pour nous, l'idée, c'était de dire que la musique traverse les frontières et réunit les peuples. C'était ça notre idée et ça nous paraissait quelque chose de souhaitable. Et effectivement, j'ai pris la précaution malgré tout, et je pense que j'ai bien fait, même s'il ne s'est rien passé, mais d'en informer la gendarmerie, puisque tous les ans, avant le festival, je vais à la gendarmerie, je les informe des lieux où se tiennent les concerts, je les informe des conditions dans lesquelles ça se passe, et cette année, j'avais mis l'accent plus particulièrement sur ce concert-là, parce que on n'est pas à l'abri d'une manifestation, je pense. Bon, ça n'est pas passé, mais on aurait pu avoir une manifestation de gens qui voulaient s'élever contre la Russie ou contre je ne sais quoi. Et je pense que c'est aussi des choses qu'il faut avoir présentes à l'esprit parce que quand on est une petite association dans un petit village comme le nôtre, on ne pense pas forcément à tout et c'est des choses que l'on découvre au fur et à mesure. Et je crois, moi, beaucoup à la prévention plutôt qu'après chercher les responsabilités. Mais voilà. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions à me poser éventuellement? Excusez-moi. Est-ce que je peux vous poser une question suite à ce que vous venez de dire, d'informer Oui, la gendarmerie parce que vous oui, êtes dans la prévention? Mais il me oui, semble, corrigez-moi, que tout événement ayant lieu sur un espace public, hein, bien sûr, vous demandez l'autorisation à la mairie. À mon sens, de ce que j'ai entendu, il faut en informer la gendarmerie, prévention ou pas prévention. oui, Oui, certes, mais vous parlez d'espace public. Moi, je parle de concerts qui sont réalisés dans des salles. oui. Voilà. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est la prévention parce qu'il peut y avoir des manifestations à l'approche des salles. Voilà. Alors, pour revenir sur cette question que vous posez et pour aller dans le sens de ce que disait Luc tout à l'heure, je suis aussi adjoint au maire de ma commune et nous organisons des fêtes de village, comme il y en a beaucoup dans notre région. Et effectivement, la gendarmerie vient sur place voir les endroits qu'il faut fermer à la circulation. La mairie a acheté des blocs de béton qu'elle dispose aux endroits que la gendarmerie lui indique préalablement. C'est-à-dire qu'on fait le tour du village avec la gendarmerie, on met des croix à la peinture avec une bombe sur les emplacements que la gendarmerie nous indique, et après on dispose ces blocs de béton pour empêcher les voitures d'entrer. Et effectivement, il faut aussi laisser un endroit où on ferme qu'avec des barrières métalliques pour pouvoir les ouvrir, pour faire rentrer une ambulance si besoin. Enfin, il y a tout un tas de choses où on n'est pas très informé, mais avec l'aide de la gendarmerie, quand ça se passe sur l'espace public comme ça, c'est vraiment très utile. Ce Est-ce que que je j'ai trouve répondu à votre intéressant question? Oui, pardon. Oui. Vas-y, Luc. Non, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Jean, c'est cette démarche d'amélioration continue. Ça, c'est très important, effectivement, pour l'organisation de vos manifestations. Faire un débriefing sécurité après la manifestation, même si tout s'est bien passé, ce n'est pas du luxe, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean, il peut y avoir des situations qui finalement n'ont pas eu de conséquences, mais auraient pu en avoir de plus lourdes. Et donc, il est important de pouvoir en tirer des enseignements pour les éditions futures. Hein, donc ça fait partie de la démarche prévention. La prévention, c'est une démarche c'est une démarche continue. Et donc, oui, effectivement, tirer profit de l'expérience, ça permet d'anticiper d'éventuels dommages dans des éditions futures, comme par exemple l'exemple du lampadaire, etc. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux juste apporter une information on ne pense pas forcément quand, par exemple, une association organise son premier événement, donc sur un lieu public, hein, elle a l'autorisation, par rapport à tout ce qui touche au poste de secours. Vous voulez apporter la réponse parce que je pense que vous l'avez. C'est une information. De mettre l'accent également sur la partie poste de secours lors d'un événement. Il me semble que c'est obligatoire. Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà, c'est une question qui peut paraître naïve, mais tout le monde n'a pas forcément ce réflexe-là. Ça dépend du type de manifestation. Par exemple, pour les manifestations sportives, vous avez effectivement des obligations en la matière. Après, moi, je ne connais pas toute la réglementation, mais selon le type de manifestation,
je ne pense pas que le poste de secours soit obligatoire. Par contre, effectivement, si vous avez une activité à risque, là, effectivement, même si ce n'est pas prévu par les textes, ça peut être recommandé d'en prévoir un pour pallier un éventuel accident. Ça dépend aussi du nombre de participants, parce que il y a vraiment, vous avez toute une législation qui est assez touffue, hein, et en fonction du nombre d'activités, du nombre de participants, les règles à respecter ne sont pas nécessairement les mêmes aussi. Donc, dans un village rural, une kermesse où vous allez avoir 50 participants, les règles ne seront pas nécessairement les mêmes à respecter. Voilà que si vous avez une course pédestre qui va attirer 300-400 personnes. Les risques, dans le fil, on nous rapporte le cas à Grenoble de beaucoup de malaises liés à la chaleur lors d'un forum. En effet, même si l'activité proposée le temps d'une kermesse ou autre, d'une fête, ne porte pas de danger en elle-même, les conditions météo peuvent conduire à des malaises. Là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si, les conditions météo ne permettent pas de tenir la manifestation en toute sécurité, voilà. Alors, soit il y a un dispositif qui permet le rafraîchissement, etc., qui peut être mis en place, sinon peut-être que là, avec le réchauffement climatique, on peut avoir cette problématique-là, effectivement, de devoir annuler des manifestations parce que vous êtes en période de canicule et que vous n'avez pas de moyens de pouvoir assurer. Sur ce notamment, sujet-là. surtout si vous avez des activités sportives qui sont organisées ce jour-là. Et le choix de l'horaire aussi peut être un critère important si vous avez des activités sportives en période de forte chaleur potentielle. Les postes de secours, on nous dit, sont obligatoires pour les activités sportives et à partir de 1500 personnes à un instant T. Mais il faut aussi voir avec la préfecture et le SDIS qui peuvent être de bons conseils pour orienter les organisateurs. Je sais que pour les courses sportives, parce que c'est un domaine que je connais un peu, même en dessous de 500, il faut de la sécurité civile. Et à partir de 500 participants, il y a un dispositif supplémentaire. Donc, Ce sont des renseignements qu'on retrouve assez facilement. J'ai une question sur les intempéries et aussi un témoignage. L'année dernière, nous avions organisé un concert dans un espace, c'était un temple d'ailleurs, un temple protestant à Orthès. Et effectivement, au cours de la soirée, il y a eu des orages violents importants, mais ces orages n'ont pas touché la ville d'Orthès, mais autour, et donc empêché des gens de venir au concert ou d'autres qui ont dû repartir parce qu'on les appelait en disant tiens, il y a des arbres qui sont tombés chez toi, ou t'es adjoint au maire et tu as besoin de venir parce que la route est coupée, etc. Et donc, on a eu une déperdition de spectateurs. Est-ce que ça, c'est couvert par une assurance intempérie parce que le concert n'est pas annulé, quoi, mais il y a une perte due aux intempéries. À mon avis, vous êtes Question, vous êtes dans une zone grise. Je ne pense pas que ça soit couvert, ça, à mon avis. Mais, si ça a été démarré, c'est que ça a eu lieu, même en partie. Enfin, mais bon. Mais le concert, on l'a amené au bout, bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis la commune en elle-même n'a pas été touchée, c'est les communes voisines. Il y a eu 20% de moins de spectateurs parce qu'ils sont repartis ou ils n'ont pas pu arriver. Voilà. Par contre, je voudrais rapporter l'exemple que m'a donné une responsable de SMAC il n'y a pas très longtemps. Alors, ça remonte à quelques années, parce que c'était le week-end de la tempête Xynthia. Ça va peut-être vous parler. Et il se trouve qu'elle organisait une soirée dans une salle des fêtes. Mais en entendant parler des forts coups de vent qui menaçaient le territoire, elle a contacté la gendarmerie. Il se trouve que c'est sur une ville un peu entre Vienne et De-Sèvres. Donc, elle a eu d'abord la gendarmerie, je ne sais plus de quel département des deux, qui lui a dit non, ce n'est pas de souci, puisque c'est à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas besoin d'annuler votre événement. Elle a rappelé la gendarmerie du département voisin. Et là, la gendarmerie lui a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez quand même, soit avant, soit après,
amener des gens à prendre leur voiture alors que des forts coups de vent sont annoncés, prenez la précaution qu'il faudra. Et ils ont annulé leur représentation, quand bien même c'était à l'intérieur, mais par souci de sécurité pour les participants qui venaient ou qui repartaient. Là, il y avait une grosse alerte météo, évidemment. On pourrait en parler des heures, vous voyez, on est les premiers à le faire. Il est 36. Sylvain, je te laisse la main pour nous dire comment on se dit au revoir et comment on continue l'échange au travers peut-être du RNMA ou du guide qu'on pourra mettre à la disposition des participants. Tout à fait, tout à fait. Merci à toutes et tous pour avoir suivi ce webinaire. Merci à nos intervenants. Voilà, Luc, un grand merci pour tous ces apports qui ont été précieux, je crois. Merci à nos deux témoins, Jean et Juliette, pour aussi vos retours d'expérience voilà, qui illustrent très bien ce qu'on a pu voir ensemble. De notre côté, on va vous transmettre le PowerPoint qui a été présenté par Luc. On va vous envoyer aussi le guide qui a été présenté, enfin pas présenté, mais en tout cas qu'on a évoqué là tout au long du webinaire. Un replay, effectivement, parce que, voilà, comme on le disait, il y a eu plus d'inscrits que de présents, donc certainement certains regarderont tout ça en replay. Voilà, nous vous transmettrons tous ces éléments. Il y a quelques questions qui sont restées un peu en suspens. On pourra aussi essayer d'y travailler pour vous transmettre des éléments par rapport aux questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre aujourd'hui. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous pour de prochains webinaires de ce type sur d'autres sujets, parce que ces questions ne manquent pas. Je vois juste, Maxime, que vous levez la main, si je ne me trompe. Peut-être vous avez une question, une dernière question. Je ne voudrais pas couper si vous aviez une question. Oui, j'avais une dernière question. En fait, c'était lié à la responsabilité. Donc nous, sur la ville d'Orvaux, on met dans notre convention que c'est l'organisateur qui est responsable. Mais lors d'une manifestation, en fait, quand on a prêté du matériel électrique, il y a un bénévole qui s'est pris un coup de jus, en fait, par le coffret qui était donné, sachant que le coffret, il est vérifié par les services techniques. Mais je voulais savoir si la ville était responsable à ce niveau-là, ou c'était, vu qu'on le mettait dans notre convention, que c'était l'organisateur qui était responsable de sa manifestation, qui était entièrement responsable, ou si c'était, il y avait une part de responsabilité de la ville. On retrouve le mécanisme de tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors que c'est du matériel mis à disposition, le matériel mis à disposition doit être conforme et bien entretenu. Donc déjà, si le coffret que vous mettez à disposition n'est pas conforme ou n'est pas correctement entretenu. Il y avait eu un état des lieux avant et après. Avant, donc a priori, le matériel était conforme. Oui. Donc là, du coup, dès lors que dans la convention, vous avez bien précisé que les conditions d'utilisation sont à la charge de l'association organisatrice, c'est l'association qui engage sa responsabilité. Ok, et même si c'est un coffret électrique d'une grosse puissance. Après, c'est à vous, s'il y a dans les recommandations, d'être le plus précis possible dans la convention. Plus vous serez précis dans la convention de mise à disposition en disant voilà, attention, alerte, c'est un matériel d'une puissance qui nécessite, voilà. Vous pouvez exiger que ce soit manipulé par les personnes qui ont les compétences et les qualifications requises aussi, hein, ça fait partie de... Parce que justement, l'association ne comprenait pas, vu que c'était un matériel assez puissant, que ce ne soit pas des agents de la ville qui l'installent eux-mêmes. Voilà, donc ça, si vous mettez à disposition un matériel qui, voilà, ça peut poser question, voilà, si le matériel est... Donc, à vous de sécuriser au mieux, soit en disant, nous, on a des agents internes qui ont la compétence pour et qui viendront l'installer, ou si vous êtes aussi en droit, puisque c'est votre matériel, mais on le met à disposition, mais en attirant l'attention qu'il s'agit d'un matériel qui est relativement puissant et qui nécessite une compétence. Et donc exiger que l'association requiert soit quelqu'un qui a les compétences et les habilitations requises, soit qu'elle requiert par un prestataire. Okay. Et tout ceci doit être sécurisé dans la convention au maximum. Ça marche.
Non, il y a eu de graves blessures sur le... Non, non, c'était juste un coup de jus, mais enfin, on n'a pas eu de mort, mais on s'était justement demandé si au pire des cas, on a un mort, qui est responsable, quoi. Parce que dans la convention, c'est assez clair, c'est l'organisateur qui est responsable de sa manifestation. Mais vu que c'était du matériel qui était prêté par la ville, Voilà, en fait, si vous fournissez un matériel qui est quand même d'une certaine puissance et qui, voilà, manifestement, là, ça a surpris l'association, donc là, il faut en tirer un enseignement de ça. Voilà, ça s'est passé une fois, ça peut se repasser. Donc, est-ce qu'on continue à mettre à disposition ce matériel? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce que vous pouvez dire, bah non, on ne met plus à disposition le matériel. Ou alors, deuxième option, on le met à disposition, mais ce sont nos agents qui ont les habilitations qui viennent l'installer, ou vous demandez à l'association d'utiliser une personne ayant la qualification requise pour utiliser ce matériel. Oui, ok. Eh bien, ben, merci pour ces derniers éclairages. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Juste répondre à Nathalie qui demandait comment on va renvoyer les infos. En fait, c'est simple, ça va être sur les mails que vous nous avez fournis pour vous inscrire à ce webinaire. Donc voilà. Et si jamais vous n'avez pas reçu, Nathalie, celui de il y a la semaine dernière sur les conflits d'intérêts, voilà, on pourra vous retransmettre les informations par rapport à ce webinaire-là. Encore un grand merci à la SMAC pour cette co-organisation. Valérie, si tu veux dire un dernier mot. C'était un plaisir. Ça fait 3 mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne fin à de journée. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. On n'est pas là pour des messages. Si je le quitte, je vais quitter, mais Sylvain?